Et ce que je vous propose, c'est de vous passer la parole, Georges, pour nous présenter ces grandes tendances avant ensuite de partager avec Yann sa vision et ses expériences sur le sujet. Georges, je vous laisse Ok, partager. ok. Bonjour et merci. Euh, alors, attendez, je partage. Hop, c'est partagé. Euh, Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps, on n'en a pas beaucoup pour présenter toutes les tendances. J'ai concentré ma présentation sur le sujet en fait, du jour, qui est l'impact éventuel de l'IA générative et l'IA en général sur le travail et les emplois et les types de rôles. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y aura des changements importants. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Mais la façon dont le changement va transformer la façon dont on travaille, la nature des emplois, là, il n'y a pas beaucoup d'accords. C'était le titre d'un article du New York Times que je mentionne ici. Et en fait, c'est le problème en fait des deux attributs de l'IA génératif et de l'IA en général. C'est la couverture de l'économie récemment. C'est à la fois un truc absolument magnifique, merveilleux, capable de dynamiser le progrès dans la société avec un progrès technologique au départ, mais c'est également porteur de risques importants. Finalement, tout cela entraîne plutôt, comme c'est souvent le cas avec l'arrivée de nouvelles technologies, beaucoup de catastrophisme sur l'impact de la nouvelle technologie sur le monde. On parle même de risque de destruction. Hélène a mentionné la lettre commune qui a été faite pour demander une pause de 6 mois. Avec le recul, on se demande comment on a pu imaginer qu'on allait pouvoir arrêter pendant 6 mois les développements et pourquoi 6 mois pouvaient avoir un effet quelconque sur le développement de la technologie. Alors, on le voit vraiment aussi bien dans les titres de la presse anglo-saxonne. On a mis quelques-uns ici, mais enfin, il y en a, comme disait Hélène, il y en a tous les jours. Hein. Donc, c'est très intéressant de voir comment évolue cette angoisse et comment elle commence à être encapsulée, plus ou moins bien maîtrisée et expliquée. Il y a de plus en plus de thèses intéressantes sur ce qui risque de se passer. Mais il y a surtout cette idée que il est très difficile de prévoir l'avenir en général, et notamment dans une techno comme l'IA en général et l'IA générative en particulier, parce qu'il y a des tas d'exemples dans le passé qui montrent que les gens qui ont prédit des choses les plus optimistes ou catastrophiques, pour notamment l'IA générative, eh bien, hélas, n'ont pas rencontré le réel. On parlait tout à l'heure de Geoffrey Hinton. Il faisait partie de ceux qui disaient que grâce à l'IA, les radiologues allaient perdre leur emploi dans les 5 ans qui suivaient sa prédiction. Non seulement ce n'est pas le cas, mais on manque de radiologues aujourd'hui et ils utilisent pourtant de plus en plus le, les, les- les technologies issues de l'IA. Alors, il faut prendre avec beaucoup de soin ces deux thèses qui s'affrontent, destruction d'emplois, création d'emplois. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique, on a tendance à regarder ce qui est remplacé, alors que l'impact réel, c'est ce qui va être augmenté, comme on dit. Euh, et, euh, et donc, ça permet, en fait, ces progrès technologiques aussi importants que ceux de l'IA et l'IA générative, ça permet en fait de faire rentrer plus de monde, de faire profiter beaucoup plus de gens, faire profiter beaucoup plus de gens des avantages, des bienfaits de ces nouvelles technologies. Et donc, ça se traduit en général par une augmentation du marché, de la productivité et donc, d'une certaine manière, du confort et de l'efficacité dans le monde de l'entreprise. Alors, il est clair que l'IA, pour beaucoup de gens, peut remplacer certains emplois, en tout cas au début. Ça a déjà commencé dans certaines entreprises américaines, mais il y a beaucoup de choses que l'IA ne peut pas faire, d'autant que l'humain a toujours tendance à réagir. Il y a une résilience intéressante dans le comportement humain qui fait plus que s'adapter aux nouvelles donnes technologiques, trouve les moyens de l'utiliser, de le contourner, de l'augmenter. Mais une chose que l'on ne peut pas remplacer, c'est le contact humain,
la relation de création qui vient de ces échanges en direct. Et donc, la technologie a plutôt tendance à automatiser les tâches plutôt que d'automatiser ou de remplacer des occupations entières. En réalité, les, les prévisions les plus récentes que tout le monde a dû voir, plus ou moins, sur l'impact de l'IA, c'est surtout la prévision de Goldman Sachs qui dit que on pourrait perdre 300, on pourrait 300 millions d'emplois dans une dizaine d'années qui seront perdus ou qui perdraient de leur importance, en même temps qu'ils indiquent que le GDP mondial peut croître de 7% pendant la même période. Euh, et une autre étude de Stanford qui montre que la productivité euh, des travailleurs, enfin des employés, peut monter, peut grandir de 35%, peut croître de 35%. Et c'est particulièrement intéressant de voir que, en dehors du fait que le contexte de ces études est différent, donc toujours il faut prendre ça avec des pincettes, hein, il faut bien lire ce qui est indiqué, ça ne se compare pas mot pour mot, chiffre pour chiffre, mais disons que ce qu'on peut retirer de ces deux études et de celles, il y en a d'autres qui sortent quasiment toutes les semaines, c'est qu'il y a quand même une connotation plutôt optimiste, qui est aussi la mienne, et qui est étayée par toute une série de discours intéressants. Par exemple, vous voyez sur cette slide, que j'ai trouvé d'ailleurs dans le rapport de Goldman Sachs, vous voyez on voit toutes les activités, on dirait les emplois qui n'existaient pas avant en 1940. Et donc, évidemment, il faudrait ajouter là, pour bien comprendre l'arrivée des technologies qui ont pu transformer en fait le fonctionnement du marché du travail. Et on voit bien que non seulement il y a une croissance, bien sûr, la population croît, mais aussi l'avantage est donné à des innovations qui sont arrivées depuis, depuis 1940. Alors l'exemple qui est intéressant, c'est celui des tableurs. Quand les tableurs ont été diffusés, le marché des comptables, des petits comptables, a baissé de 44% entre 85 et 2017. Mais ce qui s'est développé, c'est une autre compétence qu'ils avaient, mais qu'ils ne pouvaient pas utiliser ou commercialiser, c'est la gestion financière. Et on le voit d'ailleurs sur cette courbe qui est assez connue, qui est assez historique. On voit le croisement, vous voyez, des couples, la courbe en bordeaux là, ou rose qui descend, avec l'arrivée des trois grands tableurs, VisiCalc, Lotus 1, 2, 3 et Excel. Et on voit la montée en fait des autres compétences et activités des comptables, et il s'est créé de plus en plus de cabinets de comptables par la suite. Donc c'est plutôt encourageant. Alors il y a quelques signes négatifs, on ne peut pas le nier. L'annonce par le PDG d'IBM qui pourrait facilement se séparer de 30% de ses forces, de ses emplois dans un type particulier d'emploi, bien sûr, et en indiquant qu'une partie de ces emplois ne serait pas remplacée, en fait, qui serait purement et simplement supprimés. Vous avez entendu parler de la grève à Hollywood, où en fait les scénaristes ne sont pas d'accord avec le fait qu'on va leur demander de revoir, de corriger ce que des systèmes comme ChatGPT peuvent produire à la place d'eux-mêmes, et en fait en proportion d'être payés beaucoup moins que pour leur travail d'origine. Je ne sais pas à quoi ça va nous mener. Ça mène en particulier à une question intéressante qui est la notion de droit d'auteur. Est-ce qu'on peut donner le droit d'auteur à un robot, à ChatGPT? Enfin, la justice américaine, pour le moment, dit non. Euh, donc, c'est intéressant. Mais encore une fois, il y a des choses positives. Il y a des banques qui ont des annonces de recrutement en ce moment. Et que vous voyez, dans le cas de JP Morgan, c'est 40% des emplois recherchés qui sont liés à l'IA. Et donc, c'est une tendance. Alors ça, pour le coup, je peux vous dire que c'est une tendance que j'ai observée aux US et aussi dans la Silicon Valley, c'est qu'il y a un retour d'intérêt pour le recrutement, et même dans le marché assez particulier qui est celui de la tech, les licenciements
et l'IA ont changé ce marché dans un sens qui, à mon sens, devient positif, c'est-à-dire qu'il y a un retour de tous les gens qui sont partis de la Silicon Valley au moment de la pandémie parce que c'était moins cher d'aller vivre ailleurs et puis parce qu'il fallait faire du télétravail. Et puis, bon, à un moment donné, qui ont fait entre guillemets, le mauvais choix, à mon sens, de s'investir dans le domaine du métavers et du Web3 et qui sont revenus. Alors, donc, les gens qui veulent, qui ont des compétences dans l'IA, ben, ils sont les bienvenus. Et puis tous les autres à droite, eh bien, ils ne retrouvent pas pour le moment de travail. Alors, il y a quelques anecdotes intéressantes. Vous savez que pour certains d'entre vous, vous devez savoir qu'Amazon avait mis au point ce système qu'ils appelaient le turc mécanique, qui est en fait ni plus ni moins qu'un moyen de demander à tout le monde, tous les gens qui sont candidats et qui ont un peu de temps, de faire des petites tâches, des petits travaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est très, très curieux, les gens qui font tous ces petits travaux, c'est surtout de vérifier des textes, eux-mêmes utilisent des robots comme ChatGPT pour donc faire les travaux pour lesquels ils sont payés quelques petits dollars à la tâche. Donc c'est intéressant de voir que ces choses-là, comme je disais tout à l'heure, il y a une résilience intéressante dans le comportement des humains face aux nouveautés. Je vais bientôt terminer. Et ce qu'il faut savoir aussi, qui nous redonne un peu de, comment dirais-je, de connexion avec l'humain, ChatGPT, par exemple, c'est basé sur des algorithmes extrêmement puissants, des mises au point par des chercheurs et des développeurs absolument formidables. Mais en fait, ils utilisent, pardon, c'était ça la slide que je voulais vous montrer sur Amazon, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Et donc, il y a en fait des humains qui sont utilisés, qui sont payés 15 dollars de l'heure aux États-Unis pour guider en fait le fonctionnement de ChatGPT, pour corriger, pour mettre des étiquettes, pour taguer, labelliser, comme on dit. Et moins sympa, il y a la même chose, mais alors au Kenya, on utilise des gens que l'on paye 2 dollars de l'heure pour qui passent la journée devant leur écran pour filtrer ce qui se passe, extraire les choses qui ne sont pas acceptables du point de vue moral ou sociétal. Donc il y a une composante humaine qui est là aussi, même pour faire fonctionner les IA. Donc moi, mon point de vue, pour le moment, et qui n'a pas trop changé, c'est que on n'est pas du tout dans un modèle catastrophiste. Les choses vont petit à petit se mettre en place. Il va y avoir une période probablement, on verra ce que dira mon collègue là, mais une période qui va durer peut-être 2-3 ans, pendant lesquelles, oui, il y a des gens qu'il va falloir reformer activement, des gens qui n'ont pas forcément les compétences de base nécessaires qu'on va reformer. On va recruter surtout beaucoup de gens qui ont déjà une bonne connaissance du fonctionnement de ces systèmes pour pouvoir les utiliser au mieux dans les entreprises et les organisations. Et d'une certaine manière, moi, je crois qu'on ne va pas changer le travail aussi rapidement qu'on le dit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Georges pour cette présentation. Je vous laisse peut-être ouvrir une ou deux questions sur la présentation justement de Georges que vous pourriez avoir avant de donner la parole à Yann. Pas de questions pour l'instant? Alors, moi j'en ai une quand même, Georges, en tout cas. On a vu que derrière ChatGPT, il y avait énormément d'hommes et de femmes qui étaient, on l'a vu pour les États-Unis, on le voit pour le Kenya. Moi, ça me pose d'un côté la question des biais cognitifs qu'on peut avoir quand on entraîne l'intelligence artificielle. Quel va être l'impact de ce rôle de l'humain sur cette intelligence artificielle générative et en même temps, est-ce que à un moment donné, ces personnes pour qui c'est un nouvel emploi parce que ça n'existait pas avant, combien de temps ça va durer? Parce qu'à un moment, cette intelligence, à force de l'entraîner, on aura sûrement les algorithmes qui vont permettre d'aller vers de nouveaux métiers et quels pourraient-ils être? Je crois que très, très précisément sur la question de l'utilisation des humains, vous voyez, on a constaté qu'on risquait d'arriver à court de contenu utilisable, en tout cas sur le web, sur la partie libre d'accès.
il y a cette idée des études qui le montrent qu'on risque d'ici 5-6 ans d'arriver à la fin de ce qu'on peut faire pour entraîner les modèles qui sont derrière des systèmes comme ChatGPT, donc tout ce qu'il faut apprendre naturellement. Et donc, déjà à démarrer depuis, ça fait très longtemps, c'est-à-dire il y a 3 mois, on a démarré des tests de création de données synthétiques. Enfin, le principe existe depuis très longtemps, là je présentais un petit peu. Donc, il y a des IA qui sont formés pour créer des données synthétiques qui sont censées être plus propres, plus bien étiquetées, que l'on puisse bien utiliser. Et donc, c'est vraiment une solution très intéressante, sauf que on vient de voir dans les derniers jours là, que des universités ont amené l'idée ont démontré qu'en fait, il y a une limite à l'utilisation de ces systèmes qui créent ce qu'on appelle l'IA dégénérative, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, curieusement, ces systèmes perdent la mémoire, et notamment la mémoire de la tâche dans laquelle ils ont démarré leur investigation, et finalement créent des aberrations. Et le problème, c'est que ça réinjecte dans Internet ces aberrations. Ça peut polluer de façon dramatique, enfin considérable, je veux dire en français, Internet. Donc, même là, je pense, même là, on va avoir besoin à nouveau d'humains capables de reformater, de réorienter le travail que font les générateurs de data synthétiques pour former les grands modèles. Merci, Georges. Oui, il y a un article qui est paru, je crois que c'est en début de semaine ou fin de semaine dernière dans les Échos, justement, sur l'IA dégénérative. Et c'est un vrai sujet. Vous avez une question pour Georges? Alors, on passe sur la présentation de Yann. Merci, Georges. Excuse-moi, Hélène, j'avais envoyé une question Pardon. sur le chat. Je n'ai pas vu, pardon. Alors, vas-y. Voilà, moi, ma question, c'était quel impact voyez-vous sur l'éducation, en particulier l'esprit critique des juniors, qui sont les seniors de demain? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va former les cerveaux à être capables plus tard d'entraîner ces IA et de l'orienter vers les tâches et les missions qu'on a envie de voir se développer? Merci. Je pense que le modèle actuel ressemble quand même beaucoup à ce qui s'est passé dans nos propres expériences. Si vous avez fait du latin, moi je me souviens très bien qu'on allait acheter des traductions toutes faites de latin. Moi, un de mes profs m'avait félicité parce que j'avais traduit même des choses qu'il ne m'avait pas demandé de traduire, que je recopiais ce qu'il y avait sur les… Mais j'apprenais énormément et ça m'avait donné envie d'aller plus loin, y compris dans d'autres domaines que le latin. Donc, ce que je pense, c'est que l'esprit critique a besoin d'être exposé. Plus il est exposé à des choses nouvelles, donc c'est le recours à de la documentation, à des bibliothèques que tout le monde a eu besoin de faire quand on était en phase d'études, le fait de partager avec d'autres élèves ce qu'on comprenait et ce que nous-mêmes on ne comprenait pas, ça permet quand même chaque fois de provoquer cette réaction de curiosité. Alors tout le monde ne l'a pas, bien sûr, mais ce n'est pas nouveau. Mais le fait d'avoir accès à un outil qui vous permet de faire ce qu'on vous demande de faire à vous en matière de production de texte ou d'image, à mon sens, c'est un petit peu comme la découverte et des contenus dans l'encyclopédie ou ailleurs. On est amené, il y a une sorte d'émulation naturelle qui permet de vouloir toujours en savoir plus, tout en tenant compte du fait qu'on sait que le système que l'on va utiliser est capable d'apporter beaucoup plus. Donc, précisément, je ne suis pas un expert de l'éducation, mais moi je crois qu'en fait, comme d'ailleurs l'Internet, Google, Wikipédia, toutes ces choses-là ont amené beaucoup de possibilités de s'élever, d'assouvir sa curiosité en matière de connaissances, si vous voulez, même si à court terme, ça sert à régler un problème de maths ou à faire un exposé, il en reste toujours quelque chose et ça permet d'augmenter en fait assez facilement son sens critique. Mais je reste toujours un optimiste. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ici ne partageront pas mon point de vue. Merci. Merci, Georges. Merci, Isabelle.